Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, le rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. Pour m'accompagner aujourd'hui, 4 chroniqueurs, la crème de la crème du département, sont autour de cette table et non pas en vacances, présentation en musique. On commence à ma droite, il est l'un des meilleurs cyclistes du département dans la catégorie Masters. Tout roule pour lui en ce moment, il est arrivé dans nos studios avec un large sourire comme d'habitude. Le capitaine Yann Dujarier est avec nous. Bonsoir Mickaël. Comment allez-vous ? Fatigué. Fatigué ? Fatigué, ouais. Vous avez le sourire quand même. Toujours. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que physiquement c'est difficile en ce moment que le moral n'est pas bon et que. En tout cas, je tiens à souligner, vous auriez pu être en vacances et vous êtes ici sur le plateau avec nous. Je ne sais pas ce que c'est les mots vacances. On passe de l'autre côté, musique. C'est aujourd'hui une incontournable de cette émission. Pas besoin d'attendre l'été pour apercevoir un rayon de soleil ici dans nos studios. Nous l'avons avec nous à chaque enregistrement avec notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, qui nous vient tout droit de Versailles. Bonjour, je suis ravie de revenir encore. Comment allez-vous, Hélène ? Eh bien, très bien. J'ai fait ma petite chasse aux œufs, j'ai mangé du chocolat, donc je suis en forme. Parfait. Voilà. On vous attend en forme, en tout cas. Je le suis. On passe de l'autre côté, musique. Il fait son grand retour dans cette émission. C'est un homme d'expérience qui a vu de nombreuses montées et de nombreuses descentes avec son club. Vous pouvez vous retourner. Et aujourd'hui, lui aussi a le sourire car son club monte en Fédéral 3. Olivier Néreneuf, président délégué du Rugby Club de Versailles, nous fait l'honneur de revenir dans ce talk. Comment allez-vous, Olivier ? Grand plaisir, présent par délégation et au service du collectif. Parfait. On passe de l'autre côté. Mesdames et messieurs, je demande le silence sur ce plateau. Son retour était plus attendu que l'ultime saison de Game of Thrones. Vous reconnaissez forcément sa musique, c'est une montagne de cette émission. Il n'a jamais sa langue dans sa poche. Jean-Miss, ex-entraîneur de plaisir, est sur ce plateau. Est aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous ? Toujours en pleine forme. J'ai fait Pâques, donc voilà. Game of Thrones, ça vous parle ? J'ai joué avec mes œufs. Alors, je fais partie de ceux qui n'ont pas vu un seul épisode. Donc, les deux. Bon, voilà. On est 4. Je viens de déclencher. Mais vous regardez si on parlait sport. Par contre, ah non, pas un seul. Bon, c'est parfait. Ça tombe bien parce qu'on va continuer à parler de sport. Avant de passer au programme d'émission, on va parler de cyclisme. Dimanche 21 avril, 10h près, 200 coureurs venus de toute la France se sont déplacés pour participer à la 3e édition du Grand Prix de Montigny-le-Bretonneux dans les rues de la commune. Les coureurs de D1 et D2 se sont élancés sur un circuit de 3 km fermé à la circulation. Les sportifs ont dû réaliser 26 tours et à une moyenne de plus de 35 km/h. Après 78 km de course, c'est finalement Romain Bardet qui remporte en solitaire le Grand Prix après avoir distancé ses concurrents dans le dernier tour. On écoute sa réaction. Ça fait toujours plaisir, il y avait du monde, je sais qu'il y avait des bons coureurs, donc voilà, il fallait partir avec le bon groupe et puis voilà, une victoire ça fait toujours plaisir. Je sais qu'il y avait du niveau, c'était assez relevé, donc de finir premier c'est toujours une satisfaction. Est-ce que c'est à refaire ? Vous votez, oui ou non ? Oui pour Yann Dujarier, oui autour de cette table, on est tous convaincus. Jean ? Oui. Pour votre grand retour, vous êtes convaincu ? Bien sûr. Plus il y a de manifestations sportives, mieux c'est. Donc on peut pas, surtout plus du cyclisme, quand même. Bon. Il y en a, d'ailleurs, pour avoir du monde, il faut se mettre à l'extérieur du vélodrome, quoi. Finalement, parce que là il y avait peu de monde. Donc. Il y a plusieurs centaines de spectateurs. Oui, il y avait du monde, on a vu sur les images, il y avait du monde sur le bord de la route, et il y avait pas mal de cyclistes. Et puis une manifestation sportive comme celle-là, il faisait beau, toutes les conditions étaient réunies, il faut multiplier ce genre d'événements. Yann Dujarier, alors vous n'y étiez pas sur cette compétition. Non, parce que c'est des compétitions sur route et moi je ne cours plus que sur piste depuis quelques années. Maintenant voilà, c'est vrai que ces catégories, donc c'est départemental 1 et départemental 2, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont des coureurs qui sont tous amateurs et qui devraient pouvoir courir dans leur département tous les week-ends. Et ce n'est pas le cas. Parce que les organisations coûtent très cher, parce que c'est très compliqué d'avoir les autorisations en préfecture. C'est vrai que ça embête pas mal les riverains et quand on arrive à trouver des circuits pour pouvoir organiser, on se retrouve très régulièrement sur ce type de compétition dans les zones industrielles qui elles ne sont pas occupées les week-ends, mais ça fait pas des parcours très intéressants pour les pratiquants. Donc en effet, je trouve, il faut que ce soit reconduit, il faut qu'il y en ait beaucoup plus souvent, parce que justement ces types de coureurs doivent pouvoir courir proche de chez eux sans avoir à traverser la région. Et parfois, alors là encore en Ile-de-France, on est quand même
très bien garni, mais dans beaucoup d'autres régions, les gars, c'est des départs le matin pour pouvoir courir l'après-midi et revenir le soir pour juste pouvoir assouvir sa passion. Et c'est quand même très compliqué et bien dommage. Olivier, est-ce que c'est une course qui peut prendre de l'ampleur, à votre avis? Oh ben, certainement. Moi, je suis nostalgique des Grands Prix des semaines commerciales dans le siècle précédent à Versailles. Tous les ans, il y avait la semaine commerciale qui était avenue de Sceaux, qui bloquait tout, et puis il y avait le Grand Prix de la semaine commerciale. Et bon, alors c'était ce Grand Prix de traverser Versailles, tout était fermé à la circulation, c'était formidable. C'est des soirées dont je me souviens encore aujourd'hui. Donc toutes sortes d'événements comme ça qui peuvent mettre en avant des cyclistes locaux et régionaux, il faut le faire. Je comprends aussi que c'est très compliqué en termes d'organisation. Voilà, parce que la route était fermée, vraiment à la circulation. Et justement, ils pensent peut-être déplacer la date au mois de mars plutôt que Pâques. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution, Hélène? Mars pour qu'il y ait un peu plus de monde. Oui, après... En termes de spectateurs notamment et en termes de participants. C'est sûr qu'au mois de mars, on aurait peut-être plus de monde parce que voilà, les vacances sont quand même plus éloignées. Il y a pas ce week-end de Pâques, etc. Mais après, est-ce que le temps sera au rendez-vous? Est-ce que les gens bougeront plus en mars? Tout dépend en fait. Quand en mars, si c'est début mars, ça risque d'être un peu qui tout double en fait. Donc à voir. Et alors en connaissant un petit peu le calendrier, chez les départementaux, le mois de mars est déjà, on va dire très bien fourni, mais il y a déjà des compétitions sur lesquelles on a l'habitude de se déplacer. Je me souviens de la première à Fontainebleau qui est un circuit formidable. Voilà, on a les courses de Clamart aussi qui est en zone industrielle, mais c'est le championnat du monde des sprinters, donc c'est une course qui me tient à cœur. Mais donc voilà, on a déjà nos petites courses, donc ils ont trouvé leur place au mois d'avril pendant les fêtes de Pâques. C'est pas grave, faut continuer et bien sûr que ça fera venir le monde. L'important c'est de trouver un beau circuit sécurisé et ça c'est primordial. Pour revenir à Versailles, je sais qu'il y avait aussi la nocturne de Porche-Fontaine à une époque. Oui, et la nocturne de Porche-Fontaine, c'était une très très grosse course au niveau régional. Mais maintenant, c'est plus possible d'organiser en soirée. La nocturne, c'était des compétitions qui avaient lieu entre 18 et 20 heures. On finissait, il faisait nuit. Voilà, on venait tirer la bourre entre cyclistes. Il y avait des primes, c'était très très spectaculaire. Beaucoup de monde venait regarder. Maintenant, c'est fini, c'est plus possible de pouvoir organiser ce type de compétition. Et au mois de mars également, il y a une toute petite compétition. Vous avez oublié d'en parler, c'est le Paris-Nice également dans les Yvelines. C'est voilà, une toute petite compétition. Ce serait dommage de lui faire concurrence. Voilà. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler football. Des jeunes Yvelinois ont participé à la Danone Nations Cup, la Coupe du Monde des jeunes à Clairefontaine. Nous ferons également un coup de projecteur sur le futur Centre national de l'arbitrage qui devrait être installé à Poissy. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler rugby dans ce talk. On commence ce tour d'horizon de l'actualité sportive par du rugby. Les Plaisirois peuvent exulter. Ce dimanche 21 avril, les jaunes et bleus ont réussi à se maintenir lors de l'ultime journée du championnat de Fédéral 2 après une victoire 35-28 face au Havre à domicile. On écoute les réactions au micro de notre journaliste Nicolas Dandry. Très content, très heureux du contenu, de ce qu'ils ont fait les garçons, gros investissement, gros combat et en même temps on n'a pas oublié notre volume de jeu, on n'a pas oublié de jouer, donc ça c'est très très bien. L'équipe termine finalement à la 9e place du classement et jouera une 3e saison consécutive dans ce championnat de Fédéral 2. Le staff et les joueurs retiendront avant tout la progression de l'équipe cette saison. Effectivement, ils n'étaient pas là par hasard, que le maintien qui avait eu lieu l'année dernière, c'était pas non plus un hasard. Et du coup, on a vraiment travaillé positivement et on a pu faire progresser encore une fois les gars sur ce qu'on espère et sur ce qu'on aime voir sur un terrain de rugby, c'est-à-dire du jeu, quoi. Avant le début du championnat, les joueurs de plaisir voulaient viser une 6e place. Finalement, c'est raté, mais ils ont quand même le maintien. La question sur ce thème, est-ce que la saison de plaisir est réussie? Oui ou non? Oui. Vous êtes unanime autour de cette table. Dossier suivant. Hélène, pour vous, c'est réussi? Oui, de toute façon, rien que le fait de se maintenir ou la progression, c'est toujours positif. Donc après, on peut clairement pas mettre un petit rouge. Malgré la 6e place qui n'a pas été atteinte? Ouais. Bon. Non. Jean. Non mais Jean va parler pendant à peu près 45 minutes là. Oh non, pas du tout. Je suis pas Yann, moi. Non, alors oui, pour moi, plaisir réussit sa saison, puisque le fait de se maintenir pour la 2e année consécutive en Fédéral 2, c'est une performance. Après, ils avaient mis comme objectif la 6e place, ce qui est normal, parce qu'il faut toujours fixer un objectif.
par rapport à la saison Pourquoi dernière. vous dites que c'est normal finalement? C'était par rapport à l'effectif qu'ils avaient et par rapport aux autres équipes qu'ils avaient en face? C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué quand même. La Fédérale 2, c'est quand même assez difficile de se maintenir. Donc, les objectifs dans les premières saisons, c'est vraiment d'y figurer et de pouvoir prendre sa place pour prendre le rythme et pouvoir après monter quelque chose autour de ça. Donc là, c'est la deuxième saison. Ils vont attaquer leur troisième saison. Et je pense que à comparer avec la première saison où ils étaient en Fédéral 2, où là, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, ils ont eu la chance, cette première saison, et tant mieux pour eux, d'avoir Daumont et Arras qui étaient complètement à la rue comme équipe. Ça leur a permis de se maintenir parce que sportivement, ils avaient que 25 points de mémoire et 25 points dans les autres poules, ils seraient descendus. Donc ils se sont maintenus la première saison. Par contre, cette saison, c'est Rugby Siquemont qu'ils ont acquis leur maintien parce qu'ils ont réalisé quand même de belles performances. Ils ont battu Gennevilliers, ils avaient accroché Drancy, ou je ne sais même pas s'ils n'ont pas battu Drancy, non, accroché juste. Donc sportivement, on voit une évolution quand même. On voit que le groupe a pris le niveau Fédéral 2 et commence maintenant à jouer, à aller titiller les grosses écuries, quoi. Donc sportivement, ils ont réussi leur saison et ils sont, comme l'entraîneur l'a dit, en nette progression, quoi. Ils sont en constante progression. On le voit par rapport aux résultats. Alors au jeu, je peux pas le dire parce que j'ai pas vu leur match, donc je peux pas en parler. Mais par rapport à leurs résultats et par rapport aux équipes contre lesquelles ils ont joué, on voit une réelle progression et c'est pour cela que j'ai répondu oui sur la saison réussie, quoi, sans aucun problème. Olivier Néronneuf, vous êtes d'accord avec Jean? Absolument. Je pense qu'ils étaient dans une poule avec des très gros budgets de club. Donc le budget de plaisir est parfois assez mystérieux, mais je suis sûr qu'en tout cas, il est beaucoup moins élevé que 80-90% des budgets de la poule. Et ce qui a fait plaisir cette année, c'est surtout sa deuxième partie de saison. En première partie de saison, ça a été compliqué, mais ils ont redressé la barre de façon incroyable dans la deuxième partie de la saison, en accrochant pratiquement toutes les équipes. Et sur place, à plaisir, ça devenait très difficile de gagner. Hein, spécialement à Drancy, ils ont failli battre Drancy 2 fois. Donc ça, c'est Drancy, fini premier de poule. Ils ont battu Orsay dimanche dernier pour finir premier de poule, puisque Marc Ambarol a été finalement disqualifié. Donc, mais franchement, je pense que le niveau aussi du jeu a monté et qu'il s'installe progressivement au niveau où il doit être. Donc peut-être qu'à l'année prochaine, alors après c'est aussi des ambitions de budget et autres, mais peut-être que c'est la 3e saison qui va être la bonne. Apparemment, ce sont les joueurs qui fixent l'objectif en début de saison. Les joueurs fixent l'objectif. Alors là, bon, ça c'est un peu nouveau. C'est la première fois que j'entends ça, mais bon, tant mieux. En adéquation, bien sûr, avec les idées du staff. Hein, mais les j'espère joueurs, bien, mais j'espère aussi que les présidents ils fixent des objectifs parce qu'ils sont... Ouais, généralement. Parce que finalement, quelque part, il faut qu'il y ait une organisation autour des objectifs. Ouais. Ils se sont fait peur jusqu'à la dernière journée. Yann, est-ce que finalement la saison ne se termine pas en demi-teinte finalement? Et quand on joue le maintien jusqu'au bout. Hein. Ça se décide rarement beaucoup plus tôt. Soit on arrive à exploser l'objectif et du coup on est tranquille à mi-saison parce que on sent que la routine elle se joue et c'est ce qui va se passer l'année prochaine. Hein. Il risque d'être dans cette routine qui va leur permettre, s'ils continuent sur la même s'ils arrivent à enchaîner la fin de les matchs retour de la même manière pour l'année prochaine, eh bien à garder ce niveau de jeu, ils vont pouvoir justement se dire on oublie le maintien. Maintenant, on va pouvoir essayer d'aller jouer autre chose. Mais quand on joue le maintien, ça se finalise souvent sur la dernière journée, quoi. Là-dessus, et bien sûr que c'est un stress. Pas de mais on en négatif sort... là-dessus. Non, c'est un stress, mais on en sort grandi de toute façon parce que ça se finit positivement. Donc pour moi, non, c'est pas grave. Et puis voilà, les experts du plateau nous le disent qu'ils ont quand même mis des difficultés au premier de la poule, c'est aussi des belles satisfactions. Maintenant, comme disait aussi Jean, c'est vrai que la progression, on peut peut-être simplement aussi la noter en termes de points qu'ils ont marqués. L'année dernière, ils ont pris 25 points. Cette année, ils sont à combien de points maintenant, aujourd'hui? Je crois, on va regarder le classement, je crois que c'est 45 points, je crois, si on va regarder le classement, qui va s'afficher. Beaucoup plus que l'année dernière. On n'a pas le classement. Mais 45 points. D'accord. Donc là, autant l'année dernière, c'est vrai qu'ils auraient dû descendre et ils n'ont pas eu cette descente. Là, cette année, avec 45 points, ils méritent de rester en Fédéral 2. Il y a un groupe qui est né cette saison, vraiment. Jean, à votre avis? Le groupe, pour connaître plus plaisir, le groupe il y est depuis un certain temps quand même. Il y a quand même une belle ossature. Il y a quand même un groupe qui est quand même ensemble depuis quelques années. Et
Après, c'est toujours pareil. C'est des expériences et des expériences voilà, comme celle-là. 45 points. Hein. Voilà, ouais. Là, c'est des expériences comme celle-là qui forcément forgent les groupes et renforcent l'amitié entre les joueurs. Mais le groupe, il y est quand même depuis quelques saisons. Il y a un bon groupe. Olivier, vous êtes d'accord ? Le plaisir de l'extérieur, ça a toujours été regardé comme une cellule gauloise pleine de résistance, hein, à tous les niveaux. Donc c'est une chapelle pour moi. C'est une chapelle. Comment plaisir. ça ? Ça veut dire que c'est un esprit de groupe qui est bien particulier, qui a une typologie bien particulière. Moi, c'est comme ça que je le ressens de l'extérieur. Jean, bien sûr, il a vécu avec ce groupe-là pendant 2 ans, c'est ça ? Donc il le connaît bien, mais je suis sûr que c'est ça, quoi. C'est des gens qui sont, quand ils sont soudés, il n'y a aucun problème. S'ils vont à la guerre, ils sont capables d'aller jusqu'au bout. 6e ou 9e, ça change quelque chose, finalement ? Non. Rien du tout, si ce n'est que 6e, ils auraient pas attendu la dernière journée pour être sûr d'être maintenus. Mais sinon, 6 ou 9, c'est un peu dans le ventre mou. C'est surtout, je vous dis, on l'a vu là, 45 points, ça n'a rien à voir avec la saison dernière. Et donc, ça laisse quand même des belles perspectives pour la saison prochaine. Parce que, encore une fois, ils ont pris vraiment le rythme là, on le voit. Et c'est compliqué pour les équipes qui jouent justement comme plaisir, qui jouent pas les premiers rôles de la poule, parce que tous les dimanches c'est la guerre, quoi. Tous les dimanches il faut être à 100% pour essayer d'exister, pour essayer de survivre. Contrairement aux grosses écuries où on peut faire tourner, où on peut faire reposer sur certains matchs certains joueurs. Là vous pouvez pas, vous êtes quasiment obligé de mettre les meilleurs tout le temps parce que vous avez besoin de résultats, vous avez besoin de performer. Donc là dans ce cas de figure, je crois qu'ils ont grandi, ils sont bien en Fédéral 2 et c'est que des bonnes choses pour la saison prochaine. Yann Dujarrier ? Par rapport à la question que vous me posiez, est-ce que 9e ou 6e, il y a une vraie différence ? On voit qu'ils ne sont qu'à 6 points de leur objectif de départ. Voilà. Et donc finalement, c'est une victoire bonifiée, c'est un point défensif qui a peut-être pas été pris à un moment ou à un autre. Donc c'est sur une saison complète de 22 matchs, c'est pas grand-chose, quoi. Donc ils sont dans les clous. Détails, hein. Ils sont dans les clous, c'est des petits détails. Et voilà. Et si la progression continue, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, parce que comme vous dites, l'ambiance est là et les gars jouent tous ensemble, parce qu'il y a une vraie osmose sur plaisir. L'année prochaine ça va ils vont upgrader encore. Après la dernière journée pour se maintenir, oui et non, mathématiquement on va dire, parce que quand même il fallait que le Havre, par exemple, il fadait que le Havre gagne à plaisir avec le bonus offensif, et en même temps que le PUC perde chez eux contre leur adversaire du jour. Donc non, le Havre était venu jouer à plaisir. Oui. Donc c'est vrai que mathématiquement ils n'étaient pas encore maintenus, mais ils avaient quand même on va dire un pied et demi encore en Fédéral 2. Dernière question sur cette thématique, est-ce que Plaisir peut viser plus haut finalement ? On parlait de budget tout à l'heure, Olivier. Est-ce qu'ils peuvent aller plus haut ? Je pense que l'esprit de guerre, l'esprit de groupe a ses limites quand même. Il faut avoir aussi d'autres ressources que ça, et donc il faut un moment qu'il y ait possibilité d'avoir un budget. Alors je ne connais pas le budget de Plaisir, donc, mais il faut quand même. Je pense qu'il y a une grosse différence. Les budgets de Marc-en-Barœul et d'Orsay dans cette poule-là, ils sont Marc-en-Barœul, je crois que c'était au-dessus d'1 million. Oui, on a 2-3 équipes au-dessus du million d'euros. Et Orsay, c'est 800 000, au moins 900 000. Donc, voilà. Marc-en-Barœul, voilà, ils ont le plus gros budget, ils étaient premiers invaincus, mais ils sont sanctionnés et punis de phase finale. Donc ça tronque un peu le jeu, mais enfin, c'est un autre débat. On va passer maintenant à notre rubrique Focus. On continue par du football, une journée exceptionnelle pour 1600 enfants. Les jeunes footballeurs âgés de 10 à 12 ans ont pu jouer ce samedi 13 avril sur les terrains d'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine à l'occasion de la Danone Nations Cup, leur Coupe du Monde à eux. Présentation de cet événement. C'est une vraie compétition qui existe donc depuis plus de 20 ans. Elle a été créée par notre président après la Coupe du Monde 98 pour permettre aux enfants de réaliser leurs rêves. Leur rêve étant de pouvoir jouer comme les grands joueurs de football sur des terrains connus. Lors de cet événement, on a pu croiser des jeunes de Versailles, de Trappes, de Poissy ou encore de Guyancourt. On écoute les réactions. C'est exceptionnel parce que déjà l'année dernière on n'est pas venu. Et cette année, c'est déjà bien d'être là, qu'on perde ou qu'on gagne, au moins on se fait plaisir. Jouer à Clairefontaine, un endroit qui est normalement réservé uniquement à l'élite, à toutes les équipes de France.
C'est une expérience unique dont elles vont se rappeler, je pense, toute leur vie. Après cette journée, aucune équipe yvelinoise n'est malheureusement parvenue à se qualifier pour la grande finale nationale qui se disputera le 22 juin prochain à Paris. La question sur ce thème, cet événement peut-il donner envie aux enfants de devenir professionnels ? Non pour Yann Dujarrier. Oh, on va faire un petit duel entre Jean pour son grand retour et Yann. Yann, vous commencez ? Je mets non parce que je sentais bien que tout le monde allait dire oui. Je mets le débat. Voilà, je mets un peu de débat dans le sujet. Je vais dire non parce que pour moi ils font un sport où il y a quand même très très peu d'élus et ça il faut pas l'oublier et je pense que beaucoup de gens devraient l'entendre dire parce que ouais c'est un sport où en effet ça brasse des millions mais il faut savoir que tout en bas de l'échelle ils sont aussi des millions à vouloir y jouer et c'est très très facile et c'est très accessible de jouer au football. Donc là, ils étaient 1600. À votre avis, il y en a combien qui deviendront professionnels ? Un ou deux. Ah oui. Enfin, ouais. Et encore. Parce que, en effet, là, ils sont 1600, mais ils sont 1600, ça représente que un quart ou peut-être un quart de la France. Parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs de la région. Une autre étape dans le sud de la France. Voilà. Donc ça veut là, dire c'est essentiellement le centre et le nord de la France. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y en a encore 1600 qui sont ailleurs. Il va y avoir une finale qui sera déroulée au mois de juin. Donc non, bien sûr que là-dedans, il y en aura peut-être un ou deux qui vont sortir et qui deviendront des joueurs professionnels ou alors peut-être pas, mais au moins qui excéderont la Ligue 1. Voilà, parce que professionnel maintenant on l'est aussi un peu plus bas dans les niveaux de football. Mais c'est vrai que non, faut pas vendre du rêve, à nos gamins. C'est le sport de haut niveau, c'est très très difficile, c'est pas accessible à tous, et c'est pas parce que techniquement on est très très bon que mentalement on aura la capacité de pouvoir se bouffer des séances d'entraînement qui vont vous détruire, qui vont vous faire très très mal, et puis il faudra aussi revenir après des blessures. Il va falloir donc mentalement, c'est sportif de haut niveau, c'est pas offert à tout le monde, et c'est vrai que ça il faut pouvoir en parler, faut le dire beaucoup plus souvent. Jean, c'est à vous. Ouais, moi j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que 10-12 ans, les joueurs actuels, professionnels de tout temps, ont tous été enfants et qu'il faut laisser une part du rêve à l'enfant et que là, ils jouent à Clairefontaine, le lieu magique du football en France. On peut pas mieux espérer quand même jouer sur les terrains d'entraînement de l'équipe de France. Donc ensuite, on peut pas les empêcher de rêver d'un jour d'être professionnel. Quel est le petit garçon ou la petite fille maintenant, puisque même il y a les féminines. Quel est l'enfant en règle générale qui n'a pas rêvé des joueurs de foot d'être un jour un grand joueur ou une grande joueuse? C'est normal, c'est tout à fait l'âge pour ça. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir ouvrir les portes justement du haut niveau à tous ces enfants. Pour une petite part de rêve, et puis il y en aura peut-être qui partiront, qui sortiront. L'actuel star montante Mbappé, il a été enfant, il a fait des tournois comme ça, puisqu'il en a fait un à Gif-sur-Yvette, un tournoi international qui est tous les ans là, ou à la fête des mères. Et bien, il l'a fait ce tournoi. Il était enfant comme tout le monde, et voilà, ils partent tous d'en bas, donc oui, un grand oui et un grand bravo surtout. Il y a notamment plusieurs joueurs qui sont passés par la Danone Nations Cup. Alexandre Lacazette qui est aujourd'hui Arsenal, Maxwell Cornet qui joue à Lyon, ou encore Lamela qui est un joueur de Tottenham. Voilà. Et voilà. Il y en a d'autres également moins connus, mais ils sont passés par Danone. Ce sont eux les plus connus. Qui vous a convaincu du coup, Hélène? Vous étiez convaincu plus par Jean, si je comprends bien. Oui, je rejoins le côté foulé, un terrain qui fait rêver, toute cette dimension-là, cette motivation d'avoir pu réaliser ce rêve-là. Et en même temps, je rejoins aussi ce que dit Yann sur tout ce qui est performance, exigence physique, préparation. Le rêve, il n'est pas comme on l'imagine en fait. C'est vrai, en athlète, en sportif de haut niveau, il faut quand même
tous les jeunes qui vont vraiment monter et qui vont devenir performants, je pense qu'il faut qu'ils soient aussi préparés et alertés sur ce qu'ils vont rencontrer, sinon des chantent vite et voilà, mais là, le rêve. Ce genre de tournoi, il n'est pas organisé pour dire aux enfants, vous allez devenir professionnel de football. Certes. Tu vois, mais c'est vrai que c'est une petite... On leur dit pas ça, à aucun moment, je pense que... Après, on leur donne envie avec le cadre. On leur donne envie, bien sûr, mais on leur donne envie, c'est ce que je disais, mais on leur dit pas, vous allez être professionnel. Hein. J'imagine tous qu'ils ont qu'une envie, c'est de pouvoir revenir un jour, et je leur souhaite tous de pouvoir revenir et de porter le maillot des Bleus, bien sûr. C'est magnifique de pouvoir fouler un terrain comme ça. Bien sûr. Mais c'est vrai que, voilà, il faut pas vendre que du rêve. Oui, mais à cet âge-là, aucun éducateur peut dire à un enfant, bien sûr. tu te rends compte, dans quelle filière tu t'engages, toutes les contraintes que tu vas rencontrer. Non, mais simplement, moi, je dis pas leur expliquer tout, mais peut-être simplement leur dire, attention, sportif de haut niveau, c'est très très difficile, c'est du boulot. Mais à 11 ans, 10-11 ans, c'est quand même délicat. C'est quand même délicat. Ouais, mais moi, mon fils qui a fait du foot pendant 2 ans et heureusement il a arrêté. Heureusement. Ah oui, heureusement. Parce qu'il n'a pas participé à la Danone Nations Cup. Il a arrêté beaucoup trop jeune. Mais quand on voit les parents, quand on voit certains dirigeants, quand on voit certains dirigeants, ça fait peur des gamins de 5, 6, 7 ans. Moi, je me disais, mais les gars, c'est un jeu, quoi. On est en train de s'amuser un samedi après-midi sur un terrain de foot. Laissez-les s'amuser, les gamins. On n'est pas là pour leur gueuler dessus, quoi. Donc, après, Olivier, est-ce que ça développe pas leur esprit de compétition aussi? Un tournoi comme ça? Un tournoi comme celui-là. Oui, mais je pense aussi que c'est une très bonne opportunité pour le sponsor Danone, parce que Danone, là, il fait un coup de maître, hein, et en plus, il le depuis 98. Depuis 98, et au même endroit, et donc c'est très important. Mais bon, ces gamins-là, oui, c'est vrai, ils passent une journée formidable, et puis ils sont déçus parce qu'ils sont pas arrivés en finale. Puis ils se disent, l'année prochaine, on recommencera et on y sera. Après, est-ce qu'il n'y a pas un petit bémol sur cette journée, finalement? Il n'y avait aucun joueur de l'équipe de France. Certes, il y avait des installations, mais il n'y avait pas de joueur de l'équipe de France. Est-ce que c'est un bémol? Alors là, peut-être que... Pour leur donner encore plus envie de devenir footballeur. Alors après, il y a peut-être des relations entre Danone et la Fédération française de football qui n'ont pas été... comme elle devrait être, je ne sais pas, mais probablement... Le parrain de cette journée, c'est Blaise Matuidi, mais il n'était pas là le jour de l'événement. Ça, c'est problématique. C'est problématique également, Jean, pour vous? Oui, parce que c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Pour les gamins, si en plus il y a un joueur emblématique, la journée est plus que réussie et c'est un petit peu dommage. Et c'est pas un joueur emblématique qu'il faudrait, je pense que sur ce type d'événement, c'est plusieurs. Et alors... peut-être pas des joueurs actuels et des joueurs actifs parce qu'actuellement, le problème c'est que ils sont surtout sur des fins de championnat et c'est compliqué de les déplacer. Mais par contre, des joueurs qui viennent d'être en retraite et des joueurs qu'on connaît et que les gamins connaissent, c'est à eux de se déplacer et à eux de venir donner des conseils et de venir apporter tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils connaissent. Un Thierry Henry, par exemple. Un Thierry Henry, mais même, oui, bien sûr, mais des jeunes retraités, c'est à eux de venir se déplacer sur ce type d'événement et à donner à leur, parce que on leur a donné, et Thierry, en plus, il est pas à Versailles, il me semble, Thierry Henry. Les Ulysses, il vient de la région, quoi. Donc, en effet, il faut redonner ce que le sport leur a apporté. On va parler golf maintenant. 10 000 amateurs de golf se sont rendus ce week-end à Mantes-la-Jolie. La ville a accueilli du 12 au 14 avril un grand salon sur la petite balle blanche, une grande première pour la commune et le département des Yvelines qui compte 26 golfs de 18 trous sur son territoire. On écoute le responsable. C'est un rendez-vous de passionnés, c'est un salon communautaire autour de la passion golfique. C'est-à-dire que le but de l'événement, c'est d'immerger les passionnés dans leur secteur de passion, avec toutes les composantes de la culture golfique, avec du club, avec du chausson, de la balle, des éléments techniques comme les télémètres ou les montres connectées qui permettent de géolocaliser et de connaître la distance jusqu'au drapeau. Au total, une centaine d'exposants étaient présents pendant les 3 jours du salon. Pour séduire encore plus les golfeurs, les organisateurs ont également mis en place un practice de 120 mètres en plein air pour tester le matériel dans des conditions réelles. C'est un plus parce que les joueurs veulent essayer les clubs en plein air, ils veulent voir la balle voler, ils veulent voir les performances avec chaque marque, donc c'est vrai que c'est vraiment très très important. Oui. Et là ça souffle pas mal, donc on peut se rendre vraiment compte des trajectoires des balles et des effets. S'il y a un effet, c'est vraiment amplifié par justement le vent. Une deuxième édition est déjà programmée pour l'année prochaine à la mi-avril. La question sur ce thème: cet événement peut-il attirer de nouveaux passionnés? Oui ou non? Non pour Yann Duverrier qui est
très rouge aujourd'hui. Est-ce que ça peut attirer de nouveaux passionnés? Des nouveaux adhérents. Adhérents, passionnés. Ouais, Enfin, un petit duel entre vous, Hélène et Olivier. Vous commencez? Oui, après, de toute façon, tout ce qui est manifestation, si on s'intéresse un peu à un sport, que c'est dans sa région, que c'est l'occasion d'aller voir, oui, je pense que de toute façon, ça peut pas faire de mal au nombre d'adhérents. Donc oui, après de là à ce que ce soit réellement des passionnés et des personnes de haut niveau, je sais pas, mais oui, après ça peut attirer du monde. De toute façon, ça peut pas faire de mal, donc je dirais oui, moi. Olivier. J'ai été un peu étonné par la localisation de cet événement à Mantes. Bon, pourquoi? Parce que Mantes, c'est peut-être un choix volontaire, délibéré, parce que finalement la population golfique, elle est plutôt autour de Versailles et il y a encore beaucoup de progression à faire, à gagner. Je suis pas sûr forcément qu'autour de Mantes... C'est en termes d'espace, surtout, d'après ce que j'ai compris, notamment au niveau des parkings, de la superficie du salon. C'était compliqué de le faire ailleurs qu'à Mantes-la-Jolie. D'ailleurs, ça veut dire qu'il faut absolument drainer des gens pour les faire venir. Et je pense qu'il faut vraiment, parce que il y a très proche de tout, c'était Mantes-la-Jolie ou Mantes, je ne sais pas, mais Mantes-la-Jolie. Mais je pense qu'il faut absolument, pour élargir la population qui veut faire du golf, et pour ça, c'est peut-être un choix aussi orienté, parce qu'il faut peut-être aller chercher des nouveaux golfeurs. Mais ça me paraît un peu compliqué dans cette région, dans cette localisation précise. Donc vous n'êtes pas convaincu? Non, c'est pour ça que j'ai... Jean? Non, je disais combien on a eu de visiteurs? 10 000 visiteurs sur 3 jours. Jean, moi, vous n'êtes pas convaincu? Non, je ne suis pas convaincu parce que pour moi, cette manifestation, ça s'adressait plus à des golfeurs, déjà, que pour faire venir des nouveaux adhérents. Dans la mesure où c'était la présentation de matériel, il y avait des zones d'essai, il y avait... Donc pour moi, c'était plus adressé à vraiment des golfeurs qu'à des nouveaux. J'ai pas entendu qu'il y avait, par exemple, une zone d'initiation. Donc sans zone d'initiation. Il y avait des zones de test, en tout cas. Voilà, zone de test, ça veut dire qu'il faut déjà savoir jouer. À aucun moment, dans le reportage, j'ai entendu dire qu'il y avait une zone d'initiation. Donc initiation, ça veut dire que vous fermez la porte à ceux qui veulent voir ce que c'est le golf. Il n'y a que des zones de test. Donc zone de test, si vous avez déjà joué au golf, si vous ne savez pas faire un drive, c'est pas la peine d'y aller, quoi. Donc, et puis en plus, c'est vrai, bon, le côté pratique c'est bien, mais c'est un petit peu éloigné quand même pour aller attirer du monde, même s'il y a eu 10 000, c'est bien, mais pour aller attirer de nouveaux licenciés, c'est pas ce qu'on fait de mieux à aller un petit peu excentré comme ça, faire ce genre de manifestation. Mais encore une fois, pour moi, je dis non, simplement parce que pour moi, ça s'adressait aux golfeurs. 400 000 licenciés du golf en France et 600 000 pratiquants. Yann Dujarrier. J'ai mis non pour exactement les mêmes raisons que Jean, et c'est un événement qui existe depuis plusieurs années, mais qui était sur au Paris, je pense, Parc Floral ou Porte de Versailles, un truc comme ça, et c'est vrai que ça ne fonctionnait pas du tout, et il a été repris par le nouvel organisateur, et il a été délocalisé justement sur Mantes-la-Jolie. Ils devront faire 3 éditions, je crois, sur Mantes-la-Jolie. 2 minimum, voilà. 2 minimum, mais voilà, 3 peut-être. Logiquement, ça devrait s'établir sur 3 voire 5 ans. Voilà. Donc, et l'objectif justement, c'est de perdurer cet événement pour le rendre incontournable pour tous les golfeurs. Je connaissais pas je sais pas quels étaient les objectifs cette année, mais bon, donc 10 000, s'ils parlent de succès, c'est tant mieux pour eux. Pour eux, les chiffres sont atteints. D'accord, donc parfait. Maintenant, là où si le golf veut faire des nouveaux licenciés, pour moi la meilleure manière, c'est simplement de faire des portes ouvertes sur les parcours de golf. Alors bien sûr que quand on ira sur une porte ouverte, on ne pourra faire que du putt ou alors taper et on ne pourra pas accéder directement au grand terrain. Mais voilà, c'est. Après l'idée c'est de justement apporter le golf dans d'autres endroits qui n'ont pas l'habitude de voir du golf. Pour pouvoir aller à ce type de salon, ce sont des personnes averties parce que je suis désolé, si vous voulez discuter avec un vendeur, vous lui dites
vous n'avez pas le discours, vous n'avez pas ouais, et donc c'est très 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 compliqué. Je pense qu'il faut d'abord venir goûter, commencer à appréhender la chose avant d'aller voir un marchand de matériel pour lui demander quelles sont les différences que vous pouvez avoir par rapport à. C'était essentiellement un salon pour vendre du matériel. Donc c'est un salon qui était pour les golfeurs et donc non pas pour faire découvrir la pratique du golf. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de l'organiser au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, Olivier? Ça, qui a accueilli la Ryder Cup pour essayer de surfer sur la dynamique. Je pense que c'est essentiel, c'est sûr, c'est de pouvoir faire venir, faire des opérations portes ouvertes, utiliser les practices pour faire venir les enfants et les faire découvrir en même temps le paysage, parce que le paysage en lui-même du golf est magnifique, surtout, et puis en plus après la Ryder Cup, ça aurait certainement été une bonne idée, mais je pense que commercialement c'était pas envisageable. Pour pouvoir les accueillir, c'était sur 3 jours, mais bon, ça veut dire que certainement 5000 personnes le dimanche, il faut pouvoir les accueillir et mettre les bagnoles, etc. C'est pas. Mais là, ils l'ont pas fait sur un golf, là, Mante. Non, ils ont créé un golf fictif pour faire du practice. Golf, ouais. Ils ont créé, puisqu'il y avait des espaces de practice, donc ils ont créé, quoi. Ils ont pris un terrain. On va passer maintenant à notre rubrique débat. Dans notre débat, nous allons parler de l'arbitrage. Un centre national pourrait ouvrir à Poissy d'ici fin 2021, à quelques pas du futur centre d'entraînement du PSG. L'initiative a été proposée par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et la municipalité. On écoute justement le maire de Poissy au micro de Patrick Jacques de Dixmude. On ne parle pas seulement de ce qui est le plus emblématique, entre guillemets, le football, de tous les arbitres, le handball, le basket, le judo. Tous les arbitres de France vont pouvoir élire domicile ici sur le territoire, dans un centre national de l'arbitrage. On viendra parler évidemment de leur expertise, mais on viendra également les former, on viendra également les suivre du point de vue médical. Le site pourrait également servir de préparation pour les volontaires des Jeux Olympiques de 2024. La question sur ce thème, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un centre national de l'arbitrage ? Oui ou non ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un centre national de l'arbitrage ? Non pour Jean. Vous êtes partagés. On va faire un petit duel entre Jean et Yann encore, le retour. Jean, vous avez été le premier à prendre votre petite raquette. Moi, j'ai mis non. Pourquoi ? Alors, je viens de découvrir là que c'est un centre d'arbitrage multisport. Multisport, voilà. Ouais, multidiscipline. Pas seulement pour le football, pour le rugby, pour le sport. Donc j'estime quand même que la plupart des disciplines ont déjà comme le foot ou le rugby par exemple, on va citer que Clairefontaine et Marcoussis, merci Yann. Et Marcoussis, voilà. Et Marcoussis. Yann, qui vous aide sur le rugby, c'est une première, je pense. C'est la fatigue, certainement. Donc, on a déjà des centres dédiés où les arbitres peuvent, et le font d'ailleurs, ils y vont, se former, suivre des stages, Là, monter un centre rien que pour les arbitres, omnisport, je vois pas la finalité, je vois pas comment on pourra, de toutes les disciplines, est-ce que ça va faire du général, est-ce qu'on va travailler sur le physique, le mental, l'appréhension, enfin, monter tout un système rien que pour ça, moi ça me paraît inutile dans la mesure où chaque fédération peut le faire individuellement dans leur coin, avec leur centre, aussi performant qu'ils le soient. Yann Dujarrier. Moi, je suis complètement pour. Maintenant, je le vois pas, comme dit Jean, je le vois pas pour les disciplines football, rugby, qui ont déjà leur centre à droite et à gauche et qui ont de la puissance de pouvoir Justement, le faire. L'idée, c'est de tout regrouper en un centre. Mais oui, mais alors. Et pourquoi pas, parce que quand on va à l'université et tout le monde n'apprend pas les mêmes disciplines et pourtant on va tous au même endroit. Donc pourtant on apprend des choses diverses et variées. Donc pourquoi pas l'arbitrage, l'apprendre au même endroit et après pouvoir le démultiplier sur divers disciplines. Oui, mais il n'y a pas un arbitrage, mais on est bien d'accord. Mais par contre, il y a quand même des passerelles communes entre tous les entre tous les sports. Et donc du coup, c'est peut-être là-dessus qu'il y a quelque chose à jouer. Après, les spécificités de chaque sport, bien sûr qu'il faudra les travailler. Il faudra les travailler tout pour tout le monde. Là où moi je vois aussi de l'intérêt, c'est pour les plus petits sports qui n'ont pas les moyens de pouvoir former leurs propres arbitres. Et aujourd'hui, le judo par exemple. Comment ? Vous pensez au judo ?
Non, je pense au vélo. Au vélo, d'accord. Alors, je pense au vélo, je pense Enfin, vous pensez qu'au vélo. Hein. Je pense au vélo, bien sûr. Non, je pense au vélo, je pense à deux sports que j'ai pratiqués, c'est vrai, le cyclisme et le roller, où en effet l'arbitrage dans le roller est très très important. Et on n'a pas tous les détails pour l'instant sur ce futur centre. Et donc voilà, je pense que pour ces sports un petit peu plus discrets, eh bien cette structure pourra les aider, les accompagner. Et alors je parle même pas des arbitres de pétanque qui eux ont un vrai besoin sur l'arbitrage. C'était une private joke, mais non, voilà, ouais, non, moi j'y vois un gros intérêt. Et je pense que c'est très important, surtout aujourd'hui où alors dans le football on parle de la VAR et il faut et qu'il y a il devrait y avoir normalement une salle dédiée justement à la vidéo. Voilà. Mais bien sûr. Et ça, toutes les fédérations ne peuvent pas l'apporter à leurs arbitres. Les arbitres de tennis, par exemple, aussi, tout simplement, il y a un sport dont on n'a pas du tout parlé, c'est qu'arbitre de tennis, juge de ligne, ça demande quand même des qualités particulières. Alors la Fédération française de tennis a certainement aussi, c'est déjà son modèle de formation, mais voilà, peut-être s'appuyer sur l'expérience d'autres sports pour pouvoir l'amener sur les uns les autres. Donc voilà, moi je dis créer un centre pour ça, moi ça me paraît énorme, c'est ça, parce qu'il y a trop de diversité. Olivier, ça serait une super structure qui s'ajouterait à une autre, qui est déjà qui marche. Oui, puisque finalement on le voit bien, les arbitres. En tout cas dans le rugby, ils ont dans les départements tous les mois ils ont des réunions. Ensuite ils montent au niveau régional de la ligue et ensuite ils ont aussi d'autres organisations qui sont mises en place. Mais en plus, donc s'il fallait en plus aller dans un centre national pour débattre, je trouve que c'est gigantesque. Pour le contenu. Quel est le contenu exactement? Alors pour l'instant on n'a pas, comme je le disais, toutes les lignes vraiment sur ce projet. Sur ce projet. Mais l'idée ça serait d'avoir un pôle santé, vraiment par rapport à la santé dans l'arbitrage, c'est-à-dire comment gérer ses efforts par exemple. Il y aurait une autre pièce, on va dire, qui pourrait parler de la vidéo, une autre qui pourrait parler des règles, comment gérer les situations un peu de crise. Voilà, en gros ça serait ça. L'arbitre de tennis, là aussi c'est complètement différent. Un arbitre de tennis qui est sur la chaise, lui il est tranquille, et un arbitre de rugby ou de football qui court, qui fait des kilomètres et des kilomètres pendant un match. Peut-être que ça sera divisé en sport. Peut-être que ça sera divisé en sport. On pourra discuter. Ça va toi, moi, ça va. Impeccable. C'est bon. Et le hand, on a un terrain qui est beaucoup plus petit et on y met deux arbitres. Voilà. Vous voyez, donc le basket, c'est pareil. Je vois pas l'harmonie. C'est pour ça, c'est tellement divers. Je pense que le débat est trop tôt, Michael, dans l'avancée du projet pour qu'on puisse en parler. Hélène, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce projet? Je suis mitigée, mais à moins de diviser par sport et de mettre des salles vidéo, des infrastructures particulières en fonction de certains sports, etc., et de regrouper au même endroit plusieurs spécificités ou plusieurs composantes d'arbitrage, oui. Maintenant, j'ai un peu j'ai un peu l'impression que c'est beaucoup d'argent et on mousse beaucoup pour un truc et il est sûrement trop tôt pour discuter de ça parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura de première mondiale. Ça n'a jamais été vu. Ouais, mais voilà. Ça fait vu tout le monde. C'est bien connu. Il y a peut-être ce peut-être qu'on peut susciter d'autres vocations dans certains pays. Ce centre serait peut-être bien. On pourrait le destiner aux spectateurs, pour l'éducation des spectateurs. Et à ce moment-là, un centre, un endroit où on pourrait regrouper certaines disciplines pour pouvoir essayer d'inculquer des nouvelles valeurs aux spectateurs, pour leur faire comprendre aux supporters. Mais l'arbitrage, je vois pas. Des grands centres. Pour l'instant, en tout cas en France, tous sports confondus, il y a 246 000 arbitres et 3,2 millions de bénévoles qui tournent autour de l'arbitrage. Voilà. Magnifique. Et du coup, il y aurait normalement une émulation pour aller justement dans ce centre qui serait, du coup, comme on le disait, le Clairefontaine de l'arbitrage. Oui, mais ça va être... moi, je pense que c'est aussi une histoire de brasser un peu d'argent... j'ai un peu l'impression que ça peut être ça et pas... Parce que j'imagine bien que personne va y aller gratuitement, travailler son arbitrage. Franchement, j'attends de voir le projet un peu plus évolué déjà pour voir comment ils vont le présenter, le découper et l'organiser. Et ça peut peut-être également mutualiser les installations aussi.
Oui, ça. En sachant qu'il y a également le centre d'entraînement du PSG qui sera juste à côté, à quelques mètres. Enfin, moi, je pense que c'est pas ce genre de choses, c'est pas du tout approprié pour le football ou le rugby. C'est parce que ils ont déjà leur propre structure, que c'est déjà une machine qui est déjà en route. Pour moi, c'est vraiment plus pour des sports annexes et des sports qui n'ont pas les moyens de le faire. Si l'objectif c'est de faire un truc doublon avec Clairefontaine ou avec Marcoussis, tout faux. Et peut-être pour uniformiser aussi toute la capacité d'arbitrage et parce que en foot, rugby, on imagine bien que même en gym, etc., on imagine bien que c'est très cadré, très 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 organisé. Par contre, en effet, tout ce qui est roller ou d'autres sports comme ça, le Quidditch, non, je plaisante. Je me doute bien qu'il faut peut-être un peu cadrer, justement uniformiser tout ça pour éviter que chacun y aille un petit peu avec sa sauce et ses petites adaptations personnelles. Tous les sports. Vous avez demandé le Quidditch, on va en parler, Hélène, voilà. Justement, belle transition. On va s'intéresser donc à un sport insolite, le Quidditch, on le disait précédemment. Cette discipline a été créée en 2005. Elle est dérivée du sport fictif de la saga Harry Potter. Aujourd'hui, des compétitions sont organisées partout en France et dans le monde. Le samedi 20 avril, les Clés-sous-Bois ont organisé une coupe de la Ligue. Présentation de ce sport au micro de Mélanie Pocky. Au lieu que ça soit un ballon avec des trous pour pouvoir bien mettre la main, ben non, c'est un ballon de volley dégonflé. Les cognards, c'est des ballons de dodgeball qui sont légèrement dégonflés, qu'on peut tenir à une main aussi. Le vif d'or, ben c'est quelqu'un habillé en jaune avec une balle de tennis au niveau des fesses. Donc voilà, je veux dire, on a essayé d'adapter pour des moldus, on n'est pas magicien. Donc on continue on fait avec les moyens du bord comme étant moldu. Moi j'ai toujours pas reçu ma carte de Poudlard, je sais pas si vous oui, mais moi non. Jean, je vous sens amusé. Il est consterné. Ouais. Je ne dis pas. Je ne lis pas, c'est-à-dire. Moi je dis pas Harry Potter, donc j'ai du mal à jouer au... Vous pouvez voir les films. Ouais, même pas. Alors, deux équipes, je rappelle les règles, 2 équipes de 7 joueurs jouent donc sur des faux balais. Le terrain est ovale, il mesure 55 mètres par 33 mètres. Il y a donc 3 anneaux disposés à des hauteurs différentes faisant référence à des buts. On les voit justement à l'image. Le but est de marquer plus de points que l'adversaire et à chaque fois qu'on marque, on marque 10 points. Un match dure entre 20 et 30 minutes et à la fin, il faut attraper le vif d'or qui apparaît à la 17e minute de jeu. Voilà, on le voit, le vif d'or. Et il ne peut être attrapé que par un seul joueur. J'ai envie de pleurer. Ne pleurez pas, Hélène. Ah non, mais moi, non, mais je reste. Non, mais parce que je sais pas. Non, mais en fait, moi, je reste bloquée sur dans l'interview. Oui, sur l'interview. Oui, voilà, sur le vif d'or. Voilà, c'est une balle de tennis collée aux fesses de quelqu'un qui court. Mais moi, j'ai envie de pleurer. Mais je sais pas, même pas de rire, mais je sais pas quoi penser. Alors, c'est très bien. C'est original. Ouais, non, franchement, pour s'amuser, si on fait un pique-nique, tout ça, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Mais après, faut. Trop compliqué à mettre en place pour un pique-nique. Faut venir avec les balais, faut venir avec des cerceaux et tout. Ah bah là, on prend pas à manger. Il faut louer une caravane, en fait. Et puis, il faut être nombreux. Et puis, on boit pas de rosé. On boit pas de rosé. Ah, non, si, on boit du rosé, justement. Avec modération, bien sûr. Oui, évidemment. Non, mais oui, Alors, la question sur ce thème, ce sport peut-il percer en France ? Non. On va être d'accord. Hein. Là, c'est pas possible. Non. Ah, un duel avec lui. Non, on va laisser parler tout simplement Olivier parce que il est quand même mitigé quand même sur. Je connaissais pas ce mot, je connaissais pas ce sport. Moi, j'ai regardé Wikipédia, évidemment. Surtout, ce matin, il y a un stage de rugby des enfants à Porchefontaine, à Versailles. Il y avait 30 gamins. Donc, je les ai réunis, je leur ai posé la question. Est-ce que vous savez, ceux qui ne savent pas ce que c'est que ce fameux sport, le Quidditch, levez la main. Il y en a 3 qui ont levé la main. Ça veut dire que 3 sur 30, 90% des enfants qui étaient là, je leur ai posé des questions après sur le Quidditch, ils m'ont répondu Harry Potter, les balais, les machins. Donc finalement, moi je suis complètement hors du coup là-dedans, et je ne dois pas être le seul d'ailleurs. Mais si cette génération-là, qui est la génération, qui est la petite génération des enfants aujourd'hui, si quelque part on arrive à animer. Alors, il faut l'animer, parce que Harry Potter, est-ce que c'est continué à être animé, je ne sais pas. Mais il y a peut-être quelque chose. Alors, aujourd'hui, il y a 400 licenciés, grosso modo, de la Fédération française de... Il y a 400 ? Oui. C'est ça. C'est énorme. C'est énorme, déjà, 400. Mais en plus... 40 équipes en France. Oui, alors, actuellement. La question qu'on leur a posée, est-ce que vous pensez que ça peut devenir un sport olympique ? Donc, ils ont répondu, peut-être un sport de démonstration. Voilà, incroyable.
En activité, oui, c'est très sympa. Ça permet d'échanger, de participer, à une activité un peu sportive. De là, en faire vraiment des matchs, vraiment un vrai sport avec de vraies compétitions. Je pense que ça peut devenir intéressant le jour où chacun aura un vrai balai qui lui permettra de voler et où la balle jaune là, elle ne sera plus derrière, mais il y aura un mec qui va la télécommander. Et là, je commence à voir un peu, vous voyez, type les matchs de robots là les matchs de robots là qui se. Non, je pense que non parce que le balai. Les drones, vous voulez dire. Non, les matchs de robots là où ils sont dans l'arène et puis il y a des mecs ils se tapent dessus, etc. Voilà. Bon il faudrait qu'il y ait un mec qui pilote justement cette petite balle là qui va à droite avec un type de drone. Donc voilà. De prendre une télécommande pour guider les balais également. Et ben non, après le balai on le pilote voilà, là je pense qu'en effet il peut y avoir un vrai attrait, mais il faut que la mécanique s'y mette. Et donc il leur faut beaucoup plus de moyens parce que pour l'instant à courir avec leur balai entre les jambes, ils sont un peu ridicules. Oui, puis une tenue sympa, enfin tout un ensemble. Ils ont tous un maillot là, je trouve que il y a de l'idée. Mais c'est vrai que s'ils veulent être dans cet esprit, développer vraiment l'esprit du Quidditch, et c'est Harry Potter et c'est J.K. Rowling et tout ça, et je pense que il leur faudrait peut-être un peu plus de moyens pour. Là, je vois une grosse faute là. La nana, elle serre les jambes, elle a les deux mains libres pour attraper le ballon. Je sais pas concevable. Si elle a le balai, normalement il y a un moment où quand elle conduit, elle pourra pas se permettre de libérer. Vraiment que ça soit le plus près possible de la réalité, de la fiction. Et quand on joue, moi si jamais demain je vais jouer au football, je joue au football comme les pros comme les pros de Ligue 1. Donc voilà, si je fais un truc, je le fais à fond. Un cycliste ne lâche jamais les mains de son guidon. Sur piste non. Non, pas sur piste. Pas sur piste. C'est des balais mous là, non? Non. C'est juste des bouts de bâton. C'est des balais durs. À poil dur. Alors, ça gratte. Alors Jean, est-ce que ça vous donne envie d'essayer, vous? Bien sûr. Non, mais c'est quand même assez sérieux. Quand même, les règles ont été établies en 2005. Quand même, ça fait quand même pas mal de temps que c'est. On a le nom structuré du tracassé là qui a fait les règles là. On l'a, non? On ne sait pas qui c'est qui l'a inventé. On l'a pas. Les Américains, je crois. Les Américains. Bon, comme quoi ils font pas quand même que du bien. Mais non, franchement, si c'est du sport. Ils font du sport, ils courent et tout, ils se dépassent, c'est bien. Hein. Après, je suis un peu comme Yann, c'est un petit peu ridicule. Est-ce que vous voulez faire le vif d'or, par exemple, Jean? Il cherche des volontaires pour faire le vif d'or. J'aurais peur quand même qu'il me chope autre chose que la mono machin là. Que la petite. Ouais. Hop là, ça fait quand même. Non, mais c'est vrai. Par contre, il devrait pas lâcher le manche. Il devrait y avoir qu'une main où il pourrait jouer avec. Là déjà, la règle, on va modifier le règlement nous déjà. Ouais. Voilà. Et le manche à balai, on le mettrait pas comme ça. Mais bon, après, on rentre pas non plus trop dans les détails. Mais ce qui me gêne, je pense. C'est le manche. C'est le manche. Mais je pense c'est de voir des gens qui ont peut-être 30 ans, 40 ans, qui sont en train de courir sur. Ils ont une moyenne d'âge d'environ 25-30 ans. Hein. Ouais, mais ça me. Justement, c'est ça qui se passe. Oui, mais je pense que c'est ça qui est malaisant. De jeunes quand même également dans la plupart des clubs. Oui, j'espère. Harry dans la première fois qu'il joue au Quidditch, il a 12 ans quand même. Hein. Ouais. La première fois qu'il. Comme quoi vous non, mais t'imagines, toi, les gens qui disent toi, tu vas jouer au Quidditch, tu vas venir avec nous, tu vas jouer au Quidditch. Mais ils l'ont menacé, hein. Ouais. Alors, on parle également de similitude avec le rugby. Olivier, est-ce que vous la voyez cette similitude avec le rugby? Oui, avec le cognard. Si. T'as déjà essayé avec le ballon entre les flagelles, d'accord? Je dirais le rugby avec le foulard dans le dos, peut-être. Voilà. Le fly. Ouais, apparemment, au niveau des contacts. Il n'y a pas de contact. Au niveau des mais ça se tape. Si, tout à l'heure, ils se sont arrachés le ballon d'un moment. Vous voyez, donc, je sais pas, mais franchement, à part le fly de rugby. Ou la troisième mi-temps, peut-être. Ouais. Troisième mi-temps? Ouais, plus la troisième mi-temps avec le balai, là. Oui, c'est ça, la troisième mi-temps avec le balai, ça dépend de la place. Un jeu de troisième mi-temps. Par exemple, il y a un plaquage. Et alors, quand il se tamponne là comme ça, là, aïe, attention, ton manche là, range ton manche toi. Non, mais, je sais pas, mais il doit y avoir quand même des anecdotes pendant les matchs. On leur a pas demandé en tout cas. Ouais. Alors en 2012, il y a quand même eu le premier tournoi intercontinental au Royaume-Uni, à Oxford, qui s'est déroulé. La France avait terminé 2e, comme quoi. Sur 3.
J'étais venu à 3. Sur 6, je crois. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Ça s'adresse vraiment à des fans et des gens qui ont envie de s'amuser et qui le font à fond. Et évidemment que voilà, n'importe quelle personne qui est un peu passionnée par une discipline va se donner à fond sur un match. Ça m'étonnerait même pas. Enfin, ça m'étonne pas qu'on arrive deuxième. Après, là, il n'y a pas 400 licenciés, il y en a 400. On vient en fait d'inscrire Jean pour qu'il infiltre les licenciés et puis qu'il nous fasse des comptes rendus. Moi, j'ai fait l'entraînement. Il y en a un qui a un beau gabarit tout à l'heure. Un défenseur, je pense. Et la France a remporté également 3 médailles d'or lors des Coupes d'Europe. Donc comme quoi il y a la Coupe d'Europe du Quidditch. Comme Coupe d'Europe du Quidditch également. Il était 6 au tournoi continental, t'imagines la Coupe d'Europe. Ils étaient 32 par contre pour 32 pays. Ouais, mais je pense qu'en Angleterre, aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'équipes. Ouais. Non, c'est sûr. Beaucoup plus d'électeurs. Pardon, excusez-moi. Donc pour l'instant, non, vous ne validez pas autour de cette table. Toujours. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on en parle, Mickaël, du Quidditch. Le Quidditch. On en avait parlé il y a très longtemps. Il y a très longtemps, je me souviens. Et c'était un match à Viroflay. C'est ça, c'était à Viroflay. C'était une Coupe de France à Viroflay. Quel talent quand même. Une fois que vous avez une bonne mémoire. Non mais ouais, je participe aux émissions et je retiens celles auxquelles je participe. Voilà. On devrait essayer. On devrait essayer. Ouais, mais moi, je lance aujourd'hui, sur le match, je lance un pari. Je vais essayer le Quidditch. Quand j'aurai je le filmerai, je le ferai filmer ou voilà, vous viendrez filmer. On lui mettra une GoPro sur le front. Écoutez, si vous voulez, Jean, on essaiera ensemble. Et ben voilà, on fera un combat de Quidditch. Ouais. Après, et vous en vif d'or, bien sûr. C'est la fin de cette émission. On va terminer par une citation de la superstar du football Cristiano Ronaldo, 5 fois Ballon d'Or. C'est en ajoutant une bonne éthique de travail au talent qu'on devient un grand joueur. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.